Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 5 de la série Andor. Et pour ce faire, je suis en compagnie du Major Max Rebo Collection. Bonsoir. Alors comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers dans laquelle on donnera notre avis global sur ce nouvel épisode. Et bien évidemment, ce sera suivi d'une partie avec spoil dans laquelle on ira bien plus en détail sur tout ce qu'on a à dire. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cet épisode 5 d'Andor ? Putain, je vais pas garder la casquette comme ça, sinon ça va faire trop sérieux. Là, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux, ouais. Là on me voit. L'épisode était toujours aussi intéressant, enfin c'est toujours aussi bien écrit. Après, je trouve qu'on souffre ici du syndrome du ventre mou. Parce que c'est un épisode qui expose encore pas mal de persos, donc où il y a toujours aussi peu d'action aussi. Alors là, toutes les parties sur Aldhani, parce que donc toujours dans la construction, tu suis plusieurs destins, plusieurs persos. Là, les parties sur Aldhani qui étaient peut-être moins intéressantes durant le premier épisode, là gagnent en intérêt parce que les persos sont plus travaillés, tu apprends à les connaître et au niveau des dynamiques, c'est plutôt intéressant, notamment avec toute une question sur l'engagement qui est traité de façon intéressante ici. Après, voilà, t'es sur un épisode où il se passe pas grand chose dans le sens où... En termes d'événements. Ouais, en termes d'événements, mais même en termes de dynamique par rapport à ce qui a été, par exemple, avancé la semaine dernière. Il se passe pas grand chose par rapport. Il n'y a pas beaucoup d'évolution en termes de dynamique par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. On reste un peu sur les mêmes thématiques traitées, les mêmes entre guillemets rapports de force entre les persos. Et donc, au niveau du Schmilblick, il n'a pas trop avancé. Tu sais que les héros préparent un coup. T'en apprends un peu plus, les choses continuent de se préparer comme dans l'épisode d'avant. Il n'y a pas vraiment de modification de rapport de force, de scènes d'action ou de cliffhanger qui font que les cartes sont rebattues. Non, tu es sur vraiment les mêmes thématiques et la même façon dont les choses continue de se mettre en place. C'est une grosse exposition qui se poursuit finalement sur encore un épisode. Donc ça donne, même si c'est intéressant, un épisode qui est encore une fois assez lent. Encore une fois, je trouve que t'es un peu... Ah ouais, c'est la fin de l'épisode, d'accord, ouais. Ouais, c'est comme maintenant. le 4. Comme celui d'avant, ouais. Donc... c'est ça qui peut être un peu déroutant, même si voilà, c'est bien écrit, c'est pas manichéen, c'est encore culotté de faire un épisode Star Wars sans trop de Star Wars dedans. De façon, il y a un peu moins de fanservice que dans le précédent qui avait été un festival. Après, par contre, tiens, pour revenir là-dessus, je trouve qu'en fait, limite pour l'épisode 4, ce qu'il y avait eu, c'était plus, tu vois, de l'easter egg au final que vraiment du fanservice, parce que fanservice ça fait un petit peu, tu sais, voilà, c'est un peu négatif en général quand on dit fanservice, mais oui, il y a moins quand même une galerie d'easter egg comme il y a eu dans le précédent. C'est sûr. Non, mais c'était hallucinant la dernière fois, toutes les références, tout ce dont parlait sans forcément le montrer, mais c'était... Il y a encore un tout petit peu dans celui-là, mais beaucoup moins quand même. Nettement moins. Le fait que, je sais pas, c'est peut-être lié au fait que là, c'est les parties sur Aldhani qui prennent finalement le dessus sur le reste de l'épisode, où la dernière fois, c'était assez différent. Mais plaisant à suivre, mais là, je trouve que ça souffre quand même de quelques problèmes de rythme. Après, le problème, c'est qu'on est vraiment...
Encore une fois, le défaut, on va dire, de cette série-là, c'est vraiment son découpage. Si on avait vraiment pu voir, par exemple, le second arc d'un seul coup, comme on a pu le voir avec le tout premier, enfin, on les aurait mis de côté, en tout cas. Ce qui fait que, voilà, le côté découpage est forcément... le côté découpage est pas forcément très heureux, on va dire, à la fin de cet épisode-là. On a un peu cet effet, comme tu le rappelais, un peu comme sur les deux premiers, puis le 4, où, bon, ça coupe là, parce que... ça y est, ça fait 50 minutes en gros, donc on doit couper quoi. Mais tu vois, dans le premier épisode, enfin dans le premier arc plutôt, dans le deuxième, t'avais quand même, je sais pas, il découvrait un peu l'identité de Cassian, partait sur Férix, il y avait eu des rebondissements. Là, finalement, c'est un épisode où c'est du développement. C'est du développement et tout se met en place, c'est assez linéaire. Il y a pas de... enfin voilà, clairement, cet épisode sert finalement à continuer l'exposition en disant on va te présenter les persos qu'on a vus la semaine dernière. Donc ça fait quand même... Alors moi je sais pas combien de temps durera le prochain, si ça c'est déjà sorti ou pas comme info, mais ça te fait une introduction quasiment d'une heure et demie quoi. Donc, peut-être de quasi 2 heures même, parce que bon, après c'est vrai, remarque, les épisodes font à peu près 45 minutes, vraiment en temps, il me semble, en retirant un petit peu tout, enfin je veux dire le début, la fin, etc. C'est vraiment sur du 40-45 minutes, donc en effet c'est un peu long comme introduction. Après je trouve que quand même c'est un épisode qui est plaisant à regarder. Maintenant qu'on s'est fait au rythme, on va dire, pour ceux peut-être que ça a surpris, voilà, le rythme d'Andor c'est comme ça, donc ça vous plaît pas, la série a fait ce parti pris là en termes de rythme, mais je trouve qu'on poursuit, tu vois, vraiment le côté, on te présente des choses qu'on n'a jamais vues, encore une fois, on est vraiment très sur le quotidien, sur les choses un petit peu normales des gens, et il y avait un côté qui pêchait un peu dans le précédent, c'était vraiment toute l'équipe qui était sur Aldhani, qu'on retrouve ici dans celui-là, tu l'as rappelé, et là on a le temps de les développer, de bien les développer. On nous en avait présenté un sacré tas quand même, parce que ça en fait beaucoup d'un coup dans l'épisode 4, mais là on prend le temps d'en présenter quand même quelques-uns, les principaux, dans l'équipe, et on a vraiment des caractérisations assez intéressantes, on voit pourquoi ils sont dans ce genre de mouvement-là, enfin bref, c'est assez intéressant. Et encore une fois, je retrouve vraiment, tu vois, le côté... j'ai l'impression d'être dans une œuvre un peu particulière de Star Wars, comme un roman, comme ce genre de choses, où vraiment on a du temps pour voilà, étoffer le background des personnages, raconter leur histoire en détail, et des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire dans d'autres séries où les choses doivent aller un peu plus vite, quoi, on va dire. Après, je comprends que ça puisse se rebuter à un tel rythme. Je m'attendais peut-être limite qu'on ait un petit peu quand même l'attaque du barrage dans celui-là. Parce que bon, c'est histoire que ça finisse sur un cliffhanger, mais même pas. Donc bon, après là je vais pas en dire plus parce qu'on est quand même en partie sans spoil. Mais je m'attendais vraiment, là on va voir un acte 3, enfin un troisième épisode de cet arc-là quand même assez rempli. Il va se passer pas mal de choses. Et ça risque de péter quand même par contre. On a un peu le calme avant que ça explose, quoi. Ouais, un long calme avant la tempête. C'est ça. Alors peut-être que d'ailleurs l'épisode 6 n'en sera que plus détonnant. Si ça se trouve, ça va être 45-50 minutes d'un acte 3 assez fort, qu'on va dire. Donc en tout cas, il y a toute la mission d'infiltration. Enfin voilà, ça a l'air d'être quand même assez cool. Je trouve qu'on a vraiment le temps aussi de voir, tu sais, comment ils y travaillent, comment ils se préparent pour une mission comme ça. T'as un côté beaucoup plus tangible à ce genre de mission qui est quand même assez appréciable, et on prend du temps pour exposer les choses, pour rendre ça crédible, et pour donner un peu de ciment, quoi, à tout ça. Et je trouve que je suis toujours assez intéressé par la série. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur le 6. C'est bien qu'on se focalise sur Aldhani, même si le reste passe un peu au second plan quand même. Des choses qu'on nous avait présentées dans l'épisode 4 sont quand même assez mises de côté dans celui-là. À voir ce que ça va faire dans le 6. Ça m'étonnerait qu'on en ait beaucoup plus pour l'instant, peut-être plutôt dans le 7, 8, 9. Donc là c'est un peu dur de voir ce qui va être présenté, parce que là il va falloir quand même boucler cet arc-là dans l'épisode suivant. Donc bon, à voir, mais en tout cas c'est assez cool. On n'oublie pas les autres trames scénaristiques, elles sont quand même présentes dans cet épisode-là. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu quand même mises de côté, donc... Surtout que les nouveaux trucs qu'on apprend sont... Bon, ça fait pas beaucoup avancer, hein, comme tu disais. On reste sur pas mal de statu quo au niveau des autres persos, quoi. Par quelques petits teases par-ci par-là.
Ouais, c'est ça, mais t'es clairement sur un épisode de transition vers des choses très certainement qui bougeront dans l'épisode prochain. Du moins, je pense que l'arc sur Aldani sera terminé, mais c'est vrai qu'après à voir si les autres, en fait, ça va être des fils rouges qui vont se poursuivre sur plusieurs autres épisodes. On a quand même globalement apprécié quand même. Ah bah ouais, non, il était il était intéressant. Après, ce qui est quand même déroutant avec cette série, et alors quand je dis déroutant, ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est pas bien, hein. C'est différent, parce quoi. que c'est un rythme relativement différent de ce qui était fait. Star Wars, c'est vrai que l'une des marques de fabrique, si on peut dire, tu as un cahier des charges avec la dose d'aventure, d'action, les moments drôles, les moments avec des droïdes, avec des tirs de blaster, avec des stormtroopers partout, hein, la preuve. Mais là, il y a plus de Stormtroopers dans nos reviews que dans la série. C'est ça. Pour l'instant. Et on te prend le parti, et ça se vérifie là encore durant tout un épisode. C'est du Star Wars sans lettres, mais en même temps, ça reste du Star Wars, quoi. C'est ça qui est quand même cool. On est toujours dans le même contexte, la même histoire. Et, après, c'est vrai que le rythme, on n'a jamais vraiment vu ça en série et en film. Je comprends que ça peut être déroutant. Après, peut-être moins déroutant, par exemple, parce que là, je parle de mon point de vue, tu vois, avec l'habitude d'avoir lu et d'avoir vu des histoires qui sont quand même bien démarquées des films dans l'univers étendu. Ouais. C'est effectivement, quand tu pratiques et que tu lis des romans Star Wars, je pense que tu peux être plus habitué à trouver des choses différentes. Des différences de style et de registre. Même les comics, les romances peuvent se permettre de vraiment rompre ce cahier des charges, parce que il y a aussi un auteur qui veut se faire plaisir, qui a une liberté que ils n'avaient pas forcément avec les films, avec les séries jusqu'à présent, où grosso modo on veut quand même plaire au plus grand nombre. Et donc quand on sort un roman, un comics qui a une lecture on va dire beaucoup plus confidentielle qu'un film, l'exposition et la cible n'est pas la même. Le public est bien plus restreint. Ouais. Donc, dans une série, tu peux, une série de romans, de comics, tu peux y aller, quoi. Tu peux cibler à qui tu veux t'adresser, te faire plaisir, en faisant vraiment un truc d'horreur pure ou un style totalement différent, un huis clos. Que là, sur une série Disney+, qui se veut grand public, quand tu vois Mandalorian, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur Kenobi ou Boba Fett, ils cherchent effectivement à remplir le cahier des charges, tu vois. Alors t'as pas de Jedi, mais t'as des Storms, t'as le droïde, t'as le droïde mignon, t'as la bonne dose d'aventure, le traître. Tu retrouves tous les archétypes et toutes les caractéristiques de Star Wars. Que là c'est vrai que c'est assez courageux même de te prendre vraiment un revers, et là t'as des officiers impériaux, mais ça fait maintenant 5 épisodes donc que tu parles de l'Empire, et t'as pas vu l'ombre d'un Storm. C'est assez c'est les troupes de choc. Ouais. Je pense que ça va être un peu compliqué d'en dire plus, parce que là, sur la partie on se retient un peu, donc on va commencer la partie avec spoil. Donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou qui n'en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Alors, comme on l'a dit, la grosse trame principale de cet épisode là, c'est quand même celle sur Aldani. Et en fait on rattrape tout ce qui n'a pas été fait dans l'épisode précédent, ou pas suffisamment, où on te présente en long, en large et en travers toute l'équipe qui va s'attaquer à la base impériale. On a un petit peu de Mon Mothma. Et on a un petit peu de Luthen Rael aussi. Vraiment encore moins un petit peu. Ouais, un tout petit peu. Et les impériaux. Et un tout petit peu de Ferrix. Un tout petit peu de Ferrix. Pour une scène. Et du BSI. C'est ça.
Du coup, c'est vrai que là, la répartition des trames est vraiment pas du tout équilibrée hein, sur celui-là. On sent vraiment qu'on a quoi, peut-être 85% d'Aldani, puis quelques petits pourcents qui restent pour toutes les autres intrigues. Après, vu que c'était celle qui était un petit peu mise de côté malgré tout, alors elle était quand même plus présente que ce que les trames secondaires sont dans celui-là, si on veut vraiment faire une proportion. Mais bon. Sur le premier, tu devais être à peu près sur du 50-50, là c'est 75-25. Tu es clairement centré sur l'intrigue d'Aldani, qui est l'intrigue principale, et les autres c'est du périphérique. Enfin, en même temps, Andor est sur Aldani, hein, donc bon. Voilà, non mais... Et les autres, tu mets coucou, on est encore là. Et donc après, bon. Parce que t'as 2 scènes avec Mon Mothma. Ouais. T'en as une avec Lucen. C'est ça. T'en as une avec Dedra Miro. Ouais. Une sur Ferrix. Et une sur Ferrix où tu vois l'autre agent du BSI. Et tu as aussi Karn qui mange ses céréales et qui se fait disputer par maman. Enguirlandé par maman. Oh là là. Voilà. Tiens, elle est pas agréable. Hein. Ah non. Non. Et je peux te dire que si on prévient l'oncle Arlo. Ouais. Mais c'est qui l'oncle machin là? C'est un impérial? Ce serait un petit peu possible. Parce qu'il disait ouais non mais que tu sois dans la police machin, c'est pas terrible machin. Allez rejoins l'Empire allez. Si ça se trouve c'est un truc comme ça. Ouais. Mais moi je le vois bien rejoindre l'Empire. Ah oui non mais oui surtout qu'en plus on le voit outre sa collection là de statuettes de soldats clones. Ouais. En Photobukia. On voit quand même qu'il a encore une certaine une rancœur, on va dire, envers Cassian. Il a gardé l'hologramme qu'il avait trouvé justement dans les épisodes précédents. Et il décide... il aimerait bien se venger de lui, en tout cas, quoi. Lui qui se voyait peut-être faire carrière dans l'après-mort, dans la police de la corporation, là, il a tout perdu. Hein. Là, son plan est foutu. Il retourne chez maman et il passe son temps à se faire rabaisser. Et donc... Là, clairement, le plan où il regarde l'hologramme de Cassian, c'est que clairement, il va vouloir se venger de celui qui lui a fait tout perdre. Hein. C'est ça. Je te rappelle que quand même la réplique, la première que t'entends de la mère, c'est « Oh, redresse-toi, tu tiens pas droit. » Oh là. Ah ben non. Ça... Il mange ses céréales au lait bleu, là. C'est ça. Le pauvre, n'empêche. Oh là. En plus, tu te dis, il a une vie triste, hein, parce que dans ce HLM de Coruscant, là, il est pas... Ah non, c'est pas terrible. Puis surtout, en plus, les reproches du silo, mais t'aurais pu venir, mais oui, mais si tu laisses machin, Oh là là. Alors, elle m'a insupporté, celle-là. Tu vois, en fait, tu comprends. Si jamais ça devient un méchant, ce sera la faute de sa mère, en fait. Clairement. Elle est tellement insupportable. Moi, du coup, à voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage, parce que là, pour l'instant, il est présent pour deux séquences, hein, je crois, sur tout l'épisode. Ouais. On te fait comprendre qu'il est encore en quête de vengeance envers Cassian. À voir sur quoi ça va dérouler. Le petit mystère, c'est autour du fameux oncle qui va chercher à placer Cyril. À voir s'il s'agit d'un poste dans l'armée impériale ou autre. Et pendant ce temps-là, dans l'armée impériale... dans la vraie. Dans la vraie? Enfin, dans le BSI. Oui, parce que pendant ce temps-là, on revoit le BSI avec Dedra. Avec Dedra, qui, elle, est avec un collègue, et tu vois que... Très enthousiaste, d'ailleurs, le collègue. Très, et trop. Elle est, pour le coup, elle n'a pas perdu de son idée, en fait. Elle démord pas que... ça lui revient, en fait, l'histoire du Star Path. C'est dans sa juridiction. C'est ça, c'est dans sa juridiction. Et c'est surtout qu'elle sait qu'il se trame quelque chose, et donc... Elle est pugnace, quoi. Elle va continuer de faire des heures au bureau et de regarder ses dossiers parce qu'elle sait qu'il y a un lien entre tout ce qui se prépare. C'est trop aléatoire pour que ce soit vraiment aléatoire. C'est ça. Donc, elle avec son collègue... qui en passe un peu pour elle, peut-être, non ? Oh oui. Ouais, je pense qu'il est aussi... il est peut-être admiratif de son... Ouais. De son dévouement, de sa... Pour le coup, c'est quelqu'un de vraiment impliqué dans son boulot. Hein. Enfin, c'est bon. Alors, mais c'est marrant parce que tu vois, lui... fonctionnaire impérial. Oui, mais c'est ça. C'est marrant parce que lui, tu vois, ça fait un peu étrange et on retrouve un petit peu, tu sais, tout le fil rouge de Andor au niveau de la caractérisation des persos. Parce que tu vois, lui, il n'est pas forcément très important dans l'épisode. Mais ça te montre quelqu'un de volontaire et de quand même globalement assez sympathique. Dans l'Empire, il est assez enthousiaste avec ce qu'il fait et tout. Bon, ça n'empêche pas que s'il bosse pour l'Empire et il fait des trucs pas jojo, tu vois, mais
c'est un peu plus nuancé, on va dire, tu sais, au niveau des caractérisations et de... Il y a pas des gentils, tu vois, mais des gens qui sont peut-être pas forcément des méchants à 100% dans l'Empire. Enfin, tu vois, le côté un peu plus gris, quoi. Ouais, dans Star Wars, c'est vrai qu'il y a eu avec l'Empire toute une réflexion à l'époque sur le totalitarisme et tout ce qui était lié en prenant justement l'Allemagne nazie pour créer un parallèle avec le régime impérial et tout ça. Et donc, c'est vrai que il est facile de croire que et Star Wars était un peu comme ça en montrant que d'un côté t'as les méchants impériaux et de l'autre t'as les gentils rebelles. Donc effectivement le parti pris de la série, c'est de montrer que finalement t'as des gentils et des méchants dans les deux camps, et que du moins les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. Tu vas avoir effectivement... C'est un peu plus réel, quoi. Voilà, un personnage principal qui donc porterait la casquette, c'est l'archétype du héros, qui est un personnage qui va te finalement tuer quelqu'un de sang-froid pour se protéger, lui montrer aussi un visage pas si sympathique que ça. Et de l'autre, tu as comme... Dans l'autre camp, des persos qui... Même Karn en soi, c'était ça aussi. Hein. Il fait son boulot, il veut enquêter, pas parce que lui, ce qu'il voit, c'est pas que c'est des salauds qui ont été tués, mais que c'est deux types qui ont été tués dans des circonstances. Alors, il sait pas en plus les tenants et les aboutissants quand il veut faire son enquête. Donc là, on est aussi concrètement dans une galerie de personnages qui... alors, on découvrira peut-être leurs motivations derrière qui changeront le visage qu'on peut avoir eux. Mais enfin là, ils cherchent à faire leur boulot et contrairement aux autres glandus, aux dignitaires que tu voyais dans l'épisode 1 qui se gargarisent de leur supériorité et du fait que grosso modo rien ne peut les atteindre parce qu'ils sont ils sont tellement puissants et leur puissance les rend tellement arrogants que elle y a un truc qui va pas et donc elle va enquêter, elle veut bien faire son boulot jusqu'au bout et elle veut démanteler ce qui menace l'Empire. Et donc on sait pas encore si c'est par idéologie, vengeance ou quoi que ce soit. On sait que ce perso et d'autres ils cherchent à faire leur boulot. Donc c'est intéressant de présenter effectivement une galerie de personnages nettement moins manichéenne que d'habitude. C'est ça. Parce que tu en as certains qui dans l'Empire, je pense, sont foncièrement convaincus qu'ils font la bonne chose, le bon choix. Alors que tu vois, il y en a dans la rébellion, je pense, qui doivent faire des horreurs pour la bonne cause, entre guillemets, en se disant que ça va, c'est la bonne cause, donc je peux faire des trucs pour ça, même si c'est pas forcément très moralement juste, quoi. Donc c'est un truc qui était déjà abordé dans Rogue One, qui va être beaucoup plus développé ici, donc c'est encore un des points forts de la série, je trouve, qui rend intéressant le truc, quoi. Et même dans cette version, alors c'est pas uniquement des fois montrer le côté blanc, noir, gris des persos, c'est aussi montrer tout ce qui peut graviter autour. Enfin, quand on te présentait le personnage de Mon Mothma dans Star Wars, c'était grosso modo juste le chef de l'Alliance. Le chef de l'Alliance, point barre. Là, tu découvres que c'est une femme qui n'a pas un mariage visiblement très facile, très heureux, avec un mari qui est un con, enfin voilà. De ce que disait Gilroy d'ailleurs, c'était plus ou moins un mariage arrangé, je crois. Ça se ressent comme ça, et effectivement, même tu vois que la famille, ça va pas. Ouais, avec sa fille, le courant passe pas. Et donc, la crise d'ado insupportable. En plus, t'as vu pour aller sur l'intrigue Mothma. Ouais. On te détaille un petit peu par le biais de 2-3 scènes, je crois. Sa vie, on va dire, avec Perrine, donc son mari. Et on découvre sa fille aussi, Leïda, je crois elle s'appelle. Et c'est pas la joie, hein. Moi je comprends. Non. Lui il se délecte en plus que ce soit la merde entre la fille et la mère, qu'elles s'entendent pas. Ouais. L'autre il est là, j'écoute et ça me fait plaisir aussi de voir un peu la discorde, on va dire, dans la famille.
Tu sens aussi la difficulté parce qu'un des éléments de l'épisode 4, c'était le financement que Mothma pouvait apporter par rapport au truc de Lucen. Et on comprend que Perrine, son mari, il a eu vent. En gros, elle essaye de cacher ça sous le biais d'une espèce de fondation. Ouais, c'est ça. Donc elle essaye de bouger de l'argent. Comme elle disait d'ailleurs, elle avait du mal avec les retraits d'argent, ce que les banquiers changent, etc. Enfin bref, c'est très compliqué en tout cas de financer la rébellion. Elle est ultra surveillée, ultra entourée, et même en famille en fait, parce que je suis sûr que l'autre, là, son mari, c'est pas un fervent rebelle non plus, tu vois. Donc, et c'est d'ailleurs curieux parce que tu vois, elle avait pas forcément très très peur d'être un peu vocale, tu vois, face à lui par rapport à ce qu'elle pensait. Tu sais, avec l'histoire du repas là, dans l'épisode 4. Mais lui, sans être forcément un fervent impérial à 100%, ça le dérange pas trop, j'ai l'impression. En tout cas, ce genre de régime-là, et le fait d'être là-dedans, ça n'a pas l'air de... En plus, d'ailleurs, il se fout du personnel, tu vois. Il se souvient pas du nom du chauffeur et il lui demande tout le temps. Il est pas très appréciable, celui-là. Ah non, comme tu dis, elle file pas un mariage heureux, quoi. Ouais. On a droit à 2-3 plans sympas quand ils sont dans leur limousine là, de Coruscant. Tu sais que ça m'a fait penser dans les plans de speeder de nuit, tu sais, qu'on avait... Alors, bon, là, c'est une course-poursuite, par exemple, dans l'épisode 2, mais c'est avec le speeder de Bail dans le 3. Il y a des plans sur Coruscant. Oh là là. Bon, un peu rapide. Ouais, mais bon. Les reflets sur le speeder qui est vraiment brillant comme pas possible. Enfin, c'est magnifique. Très joli. C'est très esthétique. Ouais, la famille a de l'argent quand même. Hein. Ça se voit. Ouais, mais comme on le disait la dernière fois, c'est une prison dorée leur truc, quoi. Donc ils sont dans le luxe, dans l'opulence, mais au fond, ils sont enfermés dans ce système. C'est assez intéressant justement de voir comment elle va passer de ce rôle-là de sénatrice qui est censée, tu vois, représenter le peuple au Sénat impérial, mais qui peut pas vraiment faire ce qu'elle veut, etc. Jusqu'au moment dans Rebels, donc 2 ans avant Yavin, si je me souviens bien, où elle va quitter le Sénat et déclarer l'Alliance Rebelle. Ça va être intéressant en tout cas de trouver ce cheminement, je pense, dans les saisons 1 et 2 d'Andor. J'ai bien hâte de voir ça, ce que ça va donner, tu vois, avec Mon Mothma. Parce que c'est quand même un personnage... C'est vrai que, comme tu l'as dit, tu vois, dans l'épisode 6, on l'a vu, c'est elle qui dirige l'Alliance. Très bien. De nombreux Bothans sont morts pour nous apporter cette information. Cool. Dans Rogue One, en soi, on n'en apprend pas grand-chose non plus. Elle est là. C'est elle qui dirige le truc. Mais là, c'est la première fois vraiment, dans le canon, j'entends, qu'on la décrit vraiment, qu'on détaille vraiment son existence. On apprend qu'elle a un mari, une fille, etc. Quand même, elle a une vie de famille. Et tu vois, on en avait discuté la dernière fois aussi, mais j'apprécie vraiment le côté beaucoup plus réel et beaucoup plus logique tu vois, de l'implication de la rébellion, on va dire, comparé à ce qui avait été fait avec Bail Organa dans Obi-Wan Kenobi, tu vois. Je veux dire, là, on a vraiment... on sent les dangers, quoi. Pour le moindre détail, là, l'histoire, tu vois, pourquoi tu finances tel truc parce que là, t'as retiré du fric pour financer un machin dont tu m'as pas parlé. Ah bah oui, non mais... Les suspicions démarrent assez vite et si le mec est un petit peu fidèle à l'Empire, si ça se trouve, il va la balancer, enfin, tu sais pas, quoi. Lui, tu peux pas lui faire confiance, je pense. Hein. Non, je le sens pas trop. Non. Après, c'est peut-être aussi une fausse piste et on découvrira que... Mais non, c'est... En fait, c'est lui qui finançait la rébellion depuis le début. C'est ça. Ils se font pas du tout confiance. Ils vont avoir chacun leur rébellion. Tu sais. T'as un petit passage rapide aussi sur Ferrix où tu vois le BSI s'installer. Ils installent un QG. Bon. Ouais, bon. Ça va assez vite. Parce que tu vois même aucun autre des persos secondaires de Ferrix. Ni Bix, ni les autres. Enfin. T'es dans la continuité de ce qu'on t'a annoncé la semaine dernière. Ferrix est désormais sous contrôle impérial. Fini la corpo et sa police. Voilà. C'est ça. Il s'installe, donc il repeigne QG un peu. C'est ça, il repeigne les bureaux et voilà. Mais j'ai bien aimé le... Non, mais je veux bien ce titre-là quand même. Bon, ça paye pas plus, hein, mais bon, j'aimerais bien voir un titre en plus. Ouais. Bah, c'est ça, il y en a qui voient dans l'Empire une chance de faire carrière. Hein. Dernière petite sous-intrigue, on va dire, de cet épisode-là. On retrouve Luthen vers la fin de l'épisode, qui émet quelques doutes par rapport à la mission sur Aldhani, dont on parlera un petit peu après d'ailleurs. Qui est dans l'arrière-boutique. C'est ça. Avec les pierres de Sankara. Oui, c'est vrai. Des artefacts. D'Indiana Jones 2.
Ouais. Mais qui se remet un petit peu en doute parce qu'il se dit ouais bon quand même il écoute d'ailleurs une espèce de radio, alors ça fait très tu sais résistance de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Aussi ça aussi. Je me suis dit même si ça se trouve en fait va y avoir une transmission Fulcrum ou un truc comme ça, parce que ça se fait comme ça dans Rebels aussi hein. C'est des espèces de transistors tu sais où tu chopes les transmissions donc après à voir si jamais au bout d'un moment ça teaserait pas tu sais à terme une transmission de ce genre là entre Lucen et les autres. Ça sera pour l'épisode réalisé par Dave Filoni. Non. Après, cette scène-là, elle rajoute pas forcément grand-chose, tu vois, par rapport à l'intrigue. J'aime bien quand même que Luthen soit là et qu'il émet quelques doutes par rapport à la mission, parce qu'il se dit, bon, quand même, l'autre, elle connaît, Vel, elle est au courant de nous. Bon, il y a Andor aussi qui est au courant de nous. Celui-là, en plus, on peut pas forcément lui faire confiance à 100%. Puis, son assistante qui lui veut... Ouais, bon, bah, de toute façon, maintenant... son assistante, attends, c'est elle la patronne, hein. Bah, elle tient tête, quand même, ouais. Elle va nettoyer quelques pièces. Hein. Après, ceci dit, de toute façon, le truc, c'est que maintenant, c'est fait, quoi. Je veux dire, c'est clair. Elle a pas tort. Hein. Maintenant, la mission est lancée, ça foirera ou ça marchera. Bon, bah, il y peut plus rien maintenant. Donc voilà, à part écouter sa radio et attendre des nouvelles d'Eldani. Et c'est eux qui clôturent en plus l'épisode. C'est ça. Mais le gros de l'épisode, ça reste quand même Aldhani. On le disait tout à l'heure, mais on a droit quand même à une présentation beaucoup plus développée des membres de la troupe rebelle, on va dire. Et c'est quand même assez cool, puisqu'on apprend... Un mec comme ça, qui débarque la veille d'un gros coup, avec effectivement cette personne qui se connaissent toutes, qui sont ensemble depuis, qui le préparent, ce coup visiblement depuis quelque temps... Lui arrive, ils ne le connaissent pas, donc la vraie question c'était comment il va s'intégrer au groupe, est-ce qu'ils vont réussir à lui faire confiance. Donc on voyait qu'il y avait cette méfiance qui planait à la fin du premier épisode. Ça se calme pas dans celui-là. Voilà, là on est... Surtout avec un perso en particulier qui est quand même assez retors avec lui. C'est ça, qui va cristalliser ça et faire que bon, les autres... il l'accepte plus ou moins, et là c'est assez sympa parce qu'aussi l'un des moteurs de toute cette séquence c'est finalement la question aussi de l'engagement, pourquoi ils ont rejoint cette cause, pourquoi ils vont participer à ce qui va être la rébellion, et donc on trouve enfin chaque perso a sa raison, sa bonne raison. Alors on a le plus jeune qui est un idéaliste qui écrit son manifeste et donc qui lui rejoint la cause. Enfin, même trop naïf peut-être aussi. C'est Gavroche quoi. Enfin tu le vois en plus littéralement avec sa casquette là. Qui a des hautes idées il a pas tort en soi, de la liberté, de ce qu'il va falloir faire pour la retrouver. Qui est un idéaliste assez touchant, et t'as d'autres persos qui eux sont ils veulent en découdre parce qu'ils ont perdu quelqu'un, parce que l'autre là, son frère s'est suicidé, je crois. C'est ça. Et l'autre c'est le lieutenant impérial qui les aide, c'est lui, parce que la femme dont il est amoureux il l'a perdu, et tu comprends que soit certains ont dès le début perdu quelqu'un à cause de l'Empire, ou d'autres ont perdu leurs illusions aussi au fur et à mesure. Donc ça c'est chouette de voir ces différents persos, et après toute l'autre dynamique c'est effectivement la préparation du coup, alors qui pour le coup est quand même toute une séquence finalement un peu longue, pas parce que t'es vraiment dans... On dit que t'es à la veille du gros coup, et là tout l'épisode t'es à la veille de ce gros coup. Mais tu te rends compte qu'ils ont pas si bien préparé que ça en vrai. Ouais. Heureusement que Cassian est là, parce que tu sais, pour l'ordre de marche là, soi-disant là, pour les... Parce qu'ils essayent de refaire les Stormtroopers en gros quoi. C'est ça, mais pour plein de trucs, enfin ils vont tenter de s'infiltrer, et ils donnent l'impression d'être... faire décoller le truc quoi. Ouais, c'est ça, habillé en burgonde là en plus. Donc non, c'est pas dit qu'ils réussissent. Parce que c'est vrai qu'on te présentait ça comme ça fait des mois qu'on est là et qu'on prépare. Bon, en soi, le petit il a fait sa maquette, c'est génial. C'est ça, la maquette est bien faite. Et on la reconnaît. Ouais. Ça c'était marrant d'ailleurs. Bah oui, en même temps, j'ai eu le temps. Hein. Ça fait longtemps qu'on est là quand même. J'ai pu faire ma maquette. De toute façon. Il est trop chou lui. Voilà, à part traire des bouquetins et
Les chefs Star Wars, elles ont une paire de cornes de plus. C'est pour ça qu'elles sont Star Wars. C'était un ajout de dernière minute à cause de Lucen, Cassian, mais en fait, ça va être grâce à lui qu'ils vont réussir leur coup, parce que là, il pousse aussi quand même au fait que c'est lui qui va piloter le truc. Parce qu'au début, c'était pas forcément décidé comme ça. Ah bah, à certains moments, ils te font peur. Hein. T'as vraiment l'impression que... C'est amateur. Hein. Après, on est avec une cellule rebelle qui a l'air quand même assez isolée et pas forcément ultra perfectionnée, mais... Ah bah c'est une... Alors, j'allais dire... J'ai failli fourcher en disant c'est une série qui a peu de moyens, enfin, pour une cellule qui a peu de moyens. Parce que Andor a du moyen quand même. Ouais, mais bon, effectivement, là, le fait que... Alors, c'est en décor naturel, ce qui est appréciable, mais le fait que ce soit... Les décors d'Aldani sont pas foufous. T'es en Écosse. C'est joli. Ouais, non, c'est joli, mais... Après, il y aurait du plus Star Wars, quoi. C'est ça. J'en reviens toujours à cette comparaison en disant que... Stargate. Voilà, Stargate et mes forêts canadiennes, c'est vrai que c'est sympa, mais bon... Voilà, c'est des forêts écossaises maintenant. C'est les forêts écossaises, donc une fois que tu as vu ça, c'est... Enfin, dans Star Wars, les décors ont plus de panache habituellement. Surtout après, quand tu as grandi avec la Prélo, où là, c'était des... Après, là, il n'y avait pas de tournage réel. Oui, mais bon, c'est ça aussi qu'on aime dans Star Wars. C'est l'exotisme de ces décors. Là, tu vois, des fois, je me demande si l'un des problèmes de la série, c'est de... Pas d'être trop normal. Ben oui, d'être trop réaliste. Et que finalement, vu que Star Wars, c'est cette aventure, cette heroic fantasy, c'est moins des paysans, toi, c'est ça. Bah oui, c'est moins des paysans, c'est les costumes donc de nos persos avec leur chapka là, bon ben ils te font moins rêver quoi. À la limite, voilà, Coruscant, Mode Mothma, c'est mieux parce que t'as le fast de Coruscant et tout ça. Mais encore, c'est un Coruscant, je te dis un peu triste, hein. Un peu triste, pas très vivant. T'en passes une grande partie dans des immeubles d'habitation assez classiques. Mot Mothma, c'est le Coruscant UP, bourgeois, mais ouais, c'est peut-être trop réaliste. Et c'est ça aussi qui peut être un peu déroutant. Un peu déroutant, ouais. J'ai bien aimé le fait que Cassian balance au bout d'un moment quand même la raison pour laquelle il est là. Parce qu'il y a toute l'histoire du cristal qui chope. Ouais. L'autre là, je me rappelle plus là. Alors il montre qu'il a plein de tatouages. J'ai pas connaissance en tout cas des trucs qu'il mentionne. J'ai l'impression que ça a jamais été évoqué avant. En tout cas, ça me dit rien. Peut-être pour un flashback. Ah, peut-être les plans de la bande-annonce qu'on a vu avec les espèces de couloirs bizarres avec des gens là. On aurait dit qu'ils étaient en prison, tu sais, en tenue blanche et orange. Je sais pas si tu te rappelles. Ça a l'air très spécial ce truc là. Donc je sais pas, peut-être. Bah ouais, je suis là pour le fric en fait. Non mais effectivement, vaut mieux que ce soit balancé là. Voilà, même tu te dis il aurait dû le balancer dès le début. Après il aurait peut-être pas été bien intégré parce que même c'est Vel qui est un peu mise à mal. Bah pourquoi toi tu nous l'as pas dit et tout ça. Et elle aussi, enfin tout le monde là à ce moment-là met carte sur table. Le final de l'épisode permet quand même, tu vois, d'aplanir certaines choses et d'apaiser certaines tensions. Bon après, c'est pas dit qu'elle ressurgisse pas, mais au moins avec son rival, ils en étaient venus au couteau. Il s'excuse à sa manière. Voilà. Et Cassian accepte en plus. À sa manière aussi. Donc tu vois entre les deux, ça semble voilà, au moins de s'être un peu calmé, sachant que effectivement tu termines là pour le coup leur mission commence quoi. Après c'en est limite un peu frustrant parce que t'as tellement envie de voir la suite. En tout cas voir le dénouement de tout ça quoi, comment ça va se passer leur truc. Alors je suis prêt à parier, on verra ça la semaine prochaine, mais je suis vraiment prêt à parier qu'il y en ait 2-3 qui finissent par mourir dans l'équipe. Surtout qu'en plus, bon, c'est des gens qu'on connaît pas, des nouveaux personnages de la série, donc bon, tu vois, c'est typiquement le genre de personnage que tu peux faire mourir. Parce que Cassian, évidemment, qui va s'en sortir, à part le coup du frère jumeau, mais bon. Attention,
Ça peut arriver. Ouais, c'est un petit peu toujours le côté coupure abrupte de ces épisodes-là qui te laisse un petit peu sur la fin. Je l'ai senti venir. Ah oui. Bon, ça a l'air de s'apaiser un peu là. Je me suis dit, c'est bon, là, on est d'accord, ça peut pas finir comme ça. Donc, ça va finir comme ça. Voilà. Mais ça donne envie de voir la suite à ceux qui ont tenu. Parce que voilà, je pense qu'il y en a peut-être même dès le premier épisode de la série qui se sont dit non, je vais me faire chier, ça va pas être pour moi. Après, c'est dommage parce que je pense que la série, à force, va proposer des trucs quand même assez globalement intéressants. Donc, après, encore une fois, je suis désolé, mais c'est peut-être le rythme de diffusion qui fait ça aussi. En soi, sur les 3 premiers épisodes, il y en avait beaucoup qui étaient pleins du rythme et tout. Mais vu qu'on avait un espèce de bloc entier, tu vois, avec un acte 1, 2 et 3 vraiment complet, on va dire, bah, tu vois, le fait qu'on critique le rythme, d'accord, mais par exemple, dire, ah bah dis donc, vraiment, il s'est rien passé. Tu pouvais pas dire qu'il s'était rien passé sur les 3 premiers. Et même sur le premier, il s'est pas rien passé. Mais bon, bref, ça c'est encore une autre question. Ça m'étonnerait pas en tout cas qu'il y en a certains qui aient un peu lâché l'affaire en cours de route, parce que ça leur convient pas. Bon, après, on peut pas forcément plaire à tout le monde, et c'est bien aussi que ça tente des trucs différents. Ouais. Parce que toujours faire la même chose, dire clairement, tu vois, c'est le problème que j'ai, et je pense que j'aurai encore, et que j'ai eu avec le livre de Boba Fett et The Bad Batch, où bah simplement ça consiste juste à faire la même chose qu'un truc qui leur a précédé. Dire le livre de Boba Fett c'est Mandalorian et The Bad Batch c'est du The Clone Wars. Donc tu vois, ne pas créer un truc vraiment à part qui s'en détache, ou en tout cas qui a une identité visuelle, une identité de ton, enfin particulier, parce que tu vois, au moins Obi-Wan Kenobi c'est pas du Mandalorian. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas Mandalorian. Andor, c'est un style très différent aussi, et pareil, on aime, on n'aime pas, mais ça tente autre chose. À la limite, vaut mieux se planter en essayant de faire des trucs nouveaux et de changer un petit peu les choses, plutôt que de faire des trucs qui vont être un peu consensuels et pour plaire à tout le monde, et qui vont avoir des résultats peut-être en demi-teinte ou quoi. Je pense par exemple à l'épisode 7 de la saga Skywalker, dire qui a été fait pour faire plaisir. Et justement, et après finalement ça peut louper son but, parce qu'on dira bon, ok. Le cahier des charges est rempli, comme tu disais, le fameux cahier des charges. Le fan de Star Wars est compliqué, parce que si ça ressemble trop à ce qu'il aime, il va se plaindre en disant que c'est la même chose. Si ça s'en éloigne trop, il va dire c'est plus que le Star Wars qu'on aime. Voilà. Après c'est surtout que c'est pas forcément les mêmes personnes qui s'en plaignent. C'est ça. Donc tu vas avoir une partie du public qui, je sais pas moi, par exemple, un truc tout bête, mais qui déteste par exemple la prélo, mais qui va adorer la postlogie, ou inversement. Tu vas avoir des gens qui vont adorer la façon de faire de Mandalorian et qui du coup vont détester Andor, et inversement. Et tu vois, à chaque fois, c'est jamais les mêmes personnes à chaque fois qui gueulent pour ce genre de choses. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent tout le temps. On va se faire une raison. En tout cas, nous, on va regarder la suite parce que c'est quand même intéressant. Non, c'est bien. C'est ça. Bien. Alors, oui, j'ai hâte de voir la suite, parce que c'est intéressant, et dans la façon dont sont traités les persos, tu sais que tu sais qu'on va être surpris, et tu sais qu'on va aller sur des sentiers inexplorés, et notamment ce que ça va péter là. Ouais. Ah ouais, non, mais ça va être sympa, mais j'ai envie de voir où va nous emmener aussi toutes les intrigues sur le BSI. Mon Mothma, j'avais adoré la semaine dernière parce qu'on nous proposait vraiment quelque chose de... On voyait beaucoup avec elle, Ouais, et c'était beaucoup de quelque chose de nouveau. Là, c'est pour ça que, bon, grosso modo, on continue dans cet épisode ce qui a été en fait un peu initié, la semaine dernière. C'est pour ça que finalement, vu que il y a peu de choses qui avancent, cet épisode est pour moi un peu moins plaisant que la semaine dernière. Enfin, pas un peu moins plaisant. Ça reste plaisant à suivre, mais justement, il y a moins ce côté intéressant qu'il y avait la semaine dernière, où il y avait plein de pistes et on découvrait le BSI, on avait toutes ces parties avec Mothma. Donc là, grosso modo, on poursuit tout ça. Donc c'est bien, mais finalement,
le Schmelblick n'a pas tant que ça avancé. Donc du coup, plutôt hâte aussi de mon côté de voir la suite la semaine prochaine avec l'épisode 6 qui marquera la fin de ce second arc de la série Andor. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce 5e épisode d'Andor. J'espère en tout cas que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour décrire l'avis que vous avez sur cet épisode 5. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews d'Andor. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous. Et vive l'Empire. Et vive l'Empire.